Le docteur Kim est un chercheur qui travaille sur un projet visant à créer une ogive pour les forces conjointes nord-coréennes. Dans la scène d'ouverture, elle regarde les informations à la télévision qui parlent d'une comète massive passant dangereusement près de la Terre. Il revient sur la Terre tous les 433 ans, mais cette fois, il sera visible à cause de la distance. Entre-temps, les chefs militaires de la Corée du Nord et de la Corée du Sud discutent de leur plan de remise d'une ogive nucléaire. Il était construit dans un bunker secret grâce aux efforts conjoints des deux pays sous la direction du Dr Kim. Cependant, après avoir été constamment sous pression par d'autres dirigeants mondiaux, ils doivent abandonner à contre-séur l'ogive qui sera transportée dans un autre pays dans la matinée. L'initiative est censée ramener la paix dans les nations, mais un major nord-coréen nommé Kang est mécontent de la conciliation. Par conséquent, avec des soldats nord-coréens, il kidnappe le docteur Kim qui a une carte clé de l'unité où l'arme nucléaire est conservée. À minuit, la bombe nucléaire est volée et mise à l'eau. Même le docteur Kim finit par être kidnappé au milieu du chaos. Bientôt, les soldats sud-coréens découvrent l'intrusion. Un peloton sous la direction du Major Park est envoyé pour attraper Kang et son équipe de soldats dans la scène suivante. Les deux parties se rencontrent au milieu de la rivière Han. Une forte détonation se fait entendre qui déclenche une fusillade entre eux. Cependant, ils ne réalisent pas que le bruit provient d'une comète massive passant dangereusement près de la Terre. Le phénomène fait disparaître le bateau. L'écran devient noir et lorsque le docteur Kim ouvre les yeux, elle se retrouve dans un champ. Plusieurs hommes en vêtements traditionnels courent et se battent. Il s'avère que la comète a provoqué une rupture temporelle dans l'atmosphère, envoyant 3 soldats nord-coréens et 3 sud-coréens en 1572, aux côtés du docteur Kim, qui n'a jamais voulu en faire partie actuellement. La guerre entre les Coréens de l'ère Joseon et les envahisseurs Jurchens se poursuit. Les soldats pensent que c'est une blague jusqu'à ce que quelqu'un essaie de les attaquer. En représailles, ils tuent les soldats Jurches avec un explosif, provoquant la colère de leur commandant. Le commandant essaie de les attaquer mais s'arrête, lorsqu'un coup de feu lui fait mal à l'oreille. Après le départ des envahisseurs, les pauvres villageois coréens encerclent les soldats Tse et les traitent comme des messies. Ils reçoivent le surnom de soldats célestes en raison de leur capacité qui semble magique aux villageois. Parce que la situation est étrangère aux soldats, ils restent dans une grotte pour la nuit. Park pointe son arme sur Kang, le blâmant pour tout. Lorsque la conversation s'échauffe, le docteur Kim calme les deux parties, leur ordonnant de garder le conflit de côté jusqu'à qu'ils trouvent comment revenir vers le futur. Plus important encore, elle s'inquiète de la bombe nucléaire manquante qui est 100 fois plus intense que les bombes atomiques utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils semblent avoir été perdus lorsqu'ils sont entrés dans la faille temporelle. Puisque Kang est responsable de sa disparition, il promet de trouver la bombe nucléaire d'une manière ou d'une autre. Ailleurs, le chef Jurchen est occupé à faire honte au commandant qui s'est enfui du champ de bataille plus tôt. Même si le commandant soutient que les soldats étaient extraordinaires, le chef n'excuse pas sa lâcheté. Il tend une arbalète au commandant et lui donne la dernière chance de tuer tous les soldats du ciel. De retour dans la grotte, un roturier espionne les soldats et essaie de les voler lorsqu'ils dorment. Cependant, le gars est un idiot et décide d'aider les soldats à dormir confortablement au lieu de s'enfuir avec les objets volés. Il est finalement attrapé, mais l'agitation attire l'attention des gardes du village. En conséquence, le voleur et 2 soldats sont emmenés devant le roi pour démonstration de violence. Kang et Park se déguisent en roturiers et regardent l'audience depuis la marge. Le nom du voleur est annoncé comme étant Yi Sun-sin d'un endroit appelé Azan. Le nom semble familier à Park et en s'y engageant, il se rend compte que le voleur est le légendaire guerrier coréen qui jouera plus tard un rôle déterminant dans la défaite de l'invasion japonaise. Yi est considéré comme le héros d'une nation et le plus grand guerrier coréen des temps modernes. Mais en le voyant en temps réel, le Major est incrédule car il n'a rien à voir avec la façon dont les histoires coréennes modernes l'illustrent. Le roi ordonne de décapiter Yi et les 2 soldats pour avoir volé un explosif qu'il pense être une boule de métal. La nuit, tous les 3 sont enfermés dans la prison jusqu'à ce qu'un soldat vienne à leur secours. En plus d'aider les soldats, il oblige également Yi à les accompagner. Il s'avère que Yi a volé des armes dans la grotte, plus tôt et que les soldats veulent les récupérer. Yi prétend qu'il les a jetées dans la rivière mais personne ne le croit. Park dit à tout le monde que Yi n'est autre que le grand guerrier dont ils ont entendu parler dans les cours d'histoire. L'information laisse tout le monde sous le choc alors qu'il se tourne vers le voleur idiot qui ne possède pas une seule qualité de guerrier. Yi parvient à s'enfuir lorsque les autres sont distraits. Cependant, quand il se réveille le lendemain matin, les soldats sont dans sa cour avant, rentrant chez eux. Il s'incline,
l'appelle le général et lui demande pardon. Yi pense qu'il essaie de le tromper mais ne peut pas protester contre les 6. À partir du lendemain, Park prend l'initiative d'entraîner Yi et d'en faire le général pour lequel il sera connu. Yi est confus au début, mais finit par accepter l'entraînement rigoureux. Pendant ce temps, Kang et les soldats nord-coréens continuent de chercher la bombe nucléaire qui, selon eux, a voyagé dans le temps avec eux. Ils dressent des cartes et fouillent chaque partie du village mais sont incapables de le trouver. Un matin, alors qu'il n'y a personne, Yi se rend dans les bois avec les armes qu'il a volées aux soldats. Il pense qu'ils valent beaucoup d'argent et souhaite les vendre à elle, à venir. Il les enterre près d'un arbre et une petite paysanne le voit faire. Elle est curieuse d'en savoir plus sur les armes à feu, mais Yi parvient à la renvoyer après l'avoir soudoyée avec une barre de chocolat. Cependant, quelques heures plus tard, elle sort du bois avec une arme à la main. Les espions Jurchan envoyés pour trouver les soldats remarquent la jeune fille. Ils enregistrent que les soldats sont quelque part à proximité à cause de l'arme. En attendant, Park et les autres traitent Yi avec respect et prennent grand soin de lui. Le docteur Kim pense qu'il ne devrait pas essayer d'interférer avec la vie de Yi, car cela pourrait changer l'avenir de toute la nation. Mais Park pense que Yi en a besoin pour devenir un guerrier. Un après-midi, le docteur Kim rassemble tout le monde avec enthousiasme et révèle qu'elle a découvert quelque chose sur la comète. La dernière fois qu'il a voyagé près de la Terre, c'était il y a 433 ans. C'est pourquoi ils ont été transférés en 1572, soit exactement 433 ans plus tôt que leur époque. S'ils suivent le modèle selon le calendrier de la Lune, la prochaine comète passera dans 4 jours, ce qui signifie qu'ils peuvent rentrer chez eux. Le seul problème est qu'elle ne sait pas dans quelle partie du village ils doivent se trouver au moment du passage de la comète. Mais elle est convaincue qu'elle trouvera une solution à cela. La nuit, Park voit ses soldats fouiller dans les affaires de Yi. Il trouve de nombreuses racines de plantes et découvre que Yi est en fait un modeste contrebandier. Il brûle tout, demandant à Yi de se ressaisir et de faire ce qu'il est censé faire pour la nation. Irrité par le fait qu'il le traite comme un enfant, Yi s'en va. Un peu plus tard, un soldat sud-coréen le trouve et fait semblant de lire dans sa paume, lui racontant tout ce qu'il accomplira dans le futur. Yi se moque du gars, refusant de le croire. Lorsque le soldat essaie de lui dire toute la vérité, une flèche atterrit sur son cou et le tue. Yi est alors encerclé par les envahisseurs Jurchan et enlevé. Ils le retiennent en otage, le couvrent de fouet pour le torturer. Le commandant veut savoir où se trouvent les autres soldats. Si Yi leur dit, il sera tué pacifiquement, mais sinon, il pourrait même souffrir toute une vie de torture. Même lorsqu'on lui montre la tête décapitée du soldat. Il refuse de leur dire quoi que ce soit. Mais ensuite, le commandant amène la paysanne qui avait le fusil. Pour sauver la vie de la petite fille, Yi promet de leur montrer le chemin de la résidence du soldat dans la matinée. Le commandant laisse la fille libre mais la frappe avec une flèche avant qu'elle ne puisse s'enfuir. Il menace de faire la même chose à Yi s'il ne tient pas sa part du marché. La nuit, alors que tout le monde dort, Kang et ses subordonnés viennent à la rescousse de Yi. Ils découvrent également que l'ogive nucléaire était à l'intérieur une tente depuis le début et sont enfin en mesure de la récupérer. Au milieu de la mission, ils entrent dans une pièce où repose l'héritier des Jurchan. Il a l'arme qui a été volée à la fille qu'il essaie d'utiliser sur Kang. Cependant, Kang, avec ses incroyables réflexes, parvient à tuer le gars et à s'enfuir avec Yi. Le lendemain matin, le chef Jurchan trouve le cadavre de son fils et est accablé de chagrin. Avec un sens renouvelé de la vengeance, le chef et le commandant se donnent pour mission de tuer l'évadé. Ailleurs, Yi est ébranlé par la mort injuste de l'enfant. Il entend à plusieurs reprises son père et les soldats lui dire de passer le test militaire et de devenir général. Jusqu'à présent, il pensait qu'il était un perdant qui ne pouvait rien faire de grand dans la vie, mais après avoir été témoin de la mort de la fille, il a une raison de se battre. Pendant ce temps, avec l'arme nucléaire en leur possession, le docteur Kim remarque que le minuteur est passé de 10 à 5 minutes. Cela signifie qu'ils sont ici depuis 5 jours, car une minute de temps réel équivaut à un jour de temps passé. À l'aide de la bombe nucléaire, le moment et l'emplacement du passage de la comète sont calculés avec précision. Par conséquent, les soldats se préparent à laisser le passé tel qu'il est actuellement. Dans la scène suivante, ils organisent des funérailles pour le membre décédé de leur équipe. À ce moment-là, ils sont approchés par les villageois qui ont sorti les armes des bois. Ils veulent l'aide des soldats pour se venger de la fille qui a été tuée. Apparemment, c'était une orpheline qui était appréciée de tout le monde dans le village. Parce qu'elle n'avait pas de parents, les villageois pleurent sa mort comme leur propre fille. Au départ, Major Park est sceptique car il ne veut pas interférer avec le passé.
Cependant, il change d'avis lorsque Kang se présente et accepte de l'aider. Les villageois aux côtés des Coréens modernes se préparent pour la bataille. Tout en planifiant une stratégie pour l'attaque, Kang et Park se disputent et se terminent par une bagarre. Ils ne s'arrêtent que lorsqu'il le leur ordonne. Il leur fait comprendre que leur rivalité n'est rien comparée à la sécurité des villageois. Park voit que Yi a enfin acquis son essence de futur général. Pendant une journée entière, Yi inspecte les environs du village et détermine le chemin que ses rivaux vont emprunter. Il surprend même tout le monde en planifiant une tactique d'attaque intelligente après avoir analysé tous les aspects de la bataille. Selon lui, ils peuvent se cacher dans la partie étroite de la colline d'où viendront les rivaux. De cette façon, seuls 10 d'entre eux peuvent passer à la fois et ils peuvent les tuer facilement. Pourtant, il y a de fortes chances qu'ils meurent tous dans la bataille puisque les villageois affrontent les combattants entraînés de Jurchan. La veille de l'arrivée des Jurchans, le docteur Kim remarque que leurs horloges tournent plus vite. Cela signifie que la comète accélère à une plus grande vitesse et qu'ils devront rentrer chez eux avant l'invasion des Jurchans. Les soldats doivent choisir entre retourner à leur ancienne vie ou aider les villageois. Ils décident d'aller avec le premier car rester dans le village pourrait ne pas aider Yi à long terme. Alors qu'ils se préparent à partir, Park suggère à Yi de s'enfuir également pour sauver sa vie. Il doit être vivant pour l'avenir lorsque les Japonais envahiront la Corée. Par conséquent, il ne peut pas risquer d'être tué dans une bataille moins importante. Enragé par la suggestion, Yi perd le respect de Park. Mais à la fin, il est assommé et emporté pour son propre bien. Tout se passe comme prévu jusqu'à ce que les Nord-Coréens se rendent compte qu'ils seront condamnés à mort à leur retour dans le futur pour avoir volé l'ogive nucléaire. À la dernière minute, Kang change d'avis et choisit de retourner au village pour aider à le défendre contre les Jurchans. Les autres suivent son exemple et décident de rester pour leur propre raison. Ils remettent même leurs colliers au docteur Kim, lui demandant de les rendre à leur famille. Un peu plus tard, l'obstiné Yi parvient à échapper à son enfermement et rejoint les soldats et les villageois dans leur combat. Les envahisseurs lancent la première attaque, donnant lieu à un long et dur combat. Les soldats utilisent les fusils et les explosifs pour tuer le premier groupe de soldats avant qu'ils ne causent des dégâts. Mais lorsque le deuxième lot arrive avec des arbalètes, les villageois sont repoussés et la plupart d'entre eux sont tués. Le chef des Jurchans tue de nombreux soldats et affaiblit l'équipe. Le major Kang meurt également après avoir péri une flèche pour sauver l'assise de Yi. À la fin, seul le sergent Choi et Park restent en vie parmi les soldats du paradis. Après une bataille intense, le chef des rivaux est finalement tué et les villageois deviennent vainqueurs. Ailleurs, le docteur Kim est également attaqué par les Jurchans. Un garde les combat pour la protéger. Elle est presque tuée par une grenade, mais la comète arrive juste à temps et crée une fois de plus la faille temporelle. Elle et l'ogive reviennent dans le présent et elles rapportent leurs expériences aux généraux coréens. Les supérieurs ne croient pas à l'histoire du voyage dans le temps, mais maintenant qu'ils ont la bombe nucléaire, ils ne se soucient plus des soldats disparus. Enfin, ils décident de retourner l'ogive et de maintenir la paix dans les deux nations. Dans la dernière scène, nous voyons le docteur Kim visiter un mémorial local de l'amiral Yi. Les soldats et Yi lui manquent et elle est triste de ne pas savoir ce qui leur est arrivé. La scène se déplace à l'époque de la bataille du détroit de Myeongnyang. Là, on voit que Yi est désormais devenu le général et se prépare à affronter les soldats japonais. Dans la bataille, lui et seuls 13 navires coréens ont réussi à détruire une armada japonaise de plus de 300 hommes. À bord de son vaisseau amiral, Yi n'est avec nul autre que Park et Choi qui sont maintenant ses officiers d'état-major.